Entre 40 et 50 000 personnes victimes de prostitution, une réalité de proxénétisme ou de réseau de traite des êtres humains. Elles nous racontent qu'elles se font régulièrement insulter, des voitures qui passent, qui ouvrent les fenêtres, qui les insultent. Comment je réagirais si j'avais vécu les vies cabossées, les accidents de parcours, les drames familiaux? Est-ce que j'aurais la même force? On peut pas donner à tout le monde. Par contre, faire un sourire aux 5 ou 10 personnes qu'on voit tous les matins, ça, normalement, c'est à notre portée, quoi. Bonjour Thierry. Bonjour Aude. Thierry, je vais vous présenter en quelques minutes. Vous avez une soixantaine d'années, vous êtes ingénieur de formation, marié, père de famille. Vous avez une carrière bien remplie dans l'industrie, notamment chez Peugeot. Mhm. Et puis, il y a quelques années, vous avez décidé de quitter Peugeot, de quitter le privé, pour rejoindre une association, vous engagez dans l'accueil des exclus et vous y consacrez totalement en tant que salarié. Et vous avez par ailleurs, on le précisera, une activité de bénévole sur le terrain, en Tout à dehors de fait. votre activité de direction de Haut Captif. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours avant cet engagement, peut-être en quelques minutes? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé là? Alors oui, de façon très, très simple, donc formation d'ingénieur, en y repensant, à la fin de mes études, moi j'avais envie d'un métier avec des relations humaines. Donc j'ai choisi de travailler dans l'industrie, de démarrer en usine pendant un certain nombre d'années. Et puis voilà, Peugeot, c'est une grande entreprise, Stellantis maintenant, donc avec différents postes, différents métiers, à la fois en usine, en France, à l'étranger. Et puis dans le pilotage de projet, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de belles rencontres, ouais, des belles années. Et puis, à un moment, le sentiment que le verre était un peu en train de se vider dans ce qui pouvait m'attendre chez Peugeot, et du coup a refait surface, je pense, une idée qui cheminait un peu en souterrain depuis longtemps, d'aller vers autre chose, de répondre un peu à une interpellation, d'aller vers les plus pauvres. Donc il y a à peu près 3 ans, j'ai décidé de quitter Peugeot. Et puis après un processus de reconversion assez classique, quoi, de repos, de bilan de compétences, d'accompagnement, d'engagement bénévole aussi, et puis de recherche après. En fait, dans le processus d'accompagnement, là, pendant ma phase de reconversion, la question qui m'a été posée, de dire, le monde associatif, c'est très grand, il y a plein de causes, plein de possibilités, et en fait, important pour pouvoir s'engager dans la durée, que ça soit une cause qui parle, quoi. Les questions qui m'avaient été posées, c'était très concret, ça, c'est quelles sont les tranches d'âge qui te parlent, quoi? Moi, je me suis plutôt reconnu dans, des jeunes ou des personnes, en âge, de travailler, en âge de s'insérer, plus que dans des enfants, plus que dans des personnes âgées. Et puis cette question de la précarité, ouais, là aussi, c'est quelque chose qui me parlait. Du coup, je me suis orienté vers ce type d'association. Et puis après, j'allais dire, c'est le petit coup de pouce qui a fait que les captifs, c'était le bon moment, et voilà, donc que j'ai candidaté et puis que j'ai finalement été retenu, quoi. Parce qu'effectivement, il y avait un directeur général qui était là depuis quelque temps, Thierry Ouais, qui a Deslauriers, passé 14 ans, qui a ouais, passé ouais, 14 ans quand même, donc ouais, ça veut dire qu'on s'attache quand même beaucoup à cette association. ouais. Et donc ce que vous me disiez hors micro, c'est que vous avez commencé un peu par du bénévolat quand même, pour bien connaître cette association, parce que c'est important d'aller sur Ouais. le terrain avant de diriger Oui, oui, l'association, alors en d'aller sur fait, le terrain. c'était des engagements bénévoles, celui-là parmi d'autres, mais qui était aussi pour, rentrer dans le monde associatif. Voilà, en tant que cadre chez Peugeot, j'avais pas beaucoup de temps, pour me consacrer à enfin, pour faire du bénévolat en parallèle. Du coup, c'est aussi une façon, concrète de mettre un pied dans le monde associatif. Voilà, aussi en parallèle un peu de formation, et cetera. Et donc c'est très riche, d'abord très riche de découvrir ce monde-là de façon un peu gratuite en étant bénévole, et avec plus de temps, plus de disponibilité, et puis, riche ensuite en tant que salarié, en tant que directeur, d'avoir connu cette réalité du bénévolat, quoi. Alors c'est peut-être le moment de nous expliquer ce que sont Au Captif la Libération, Thierry. Alors, Au Captif la Libération, voilà, un nom qui peut prêter à confusion. On n'intervient pas auprès des prisonniers. Non, Au Captif la Libération, donc c'est une asso, vous le disiez, Aude, qui a été fondée en 1981 par un prêtre de Paris, dont la mission est d'aller à la rencontre de 2 publics, les personnes de la rue et puis les personnes en situation de prostitution. Une association qui a démarré avec des bénévoles. Au bout d'une dizaine d'années, il a eu le souhait de recruter des salariés, et dans l'idée aussi de faire évoluer le travail social. C'est un homme qui était sociologue de formation, donc de faire évoluer le travail social, et c'est l'un des pionniers de ce qu'on appelle maintenant l'aller vers, consiste, non pas à attendre que des personnes en précarité viennent derrière un guichet, Dans un lieu où, dans un lieu, et voilà. cetera, mais qui consiste à aller les voir et à créer une relation.
Voilà et donc on est resté très fidèle à ça. Aujourd'hui, c'est, donc une asso qui a un peu plus de 40 ans, 80 salariés, 300 bénévoles, 350 bénévoles, même à Paris, en région, une quinzaine de lieux différents et dans nos activités, c'est d'abord d'aller à la rencontre, donc des maraudes, puis après des accueils de jour. On a aussi une colocation solidaire, un petit atelier d'insertion, voilà. Puis on propose toute une palette d'activités et d'accompagnement social aux personnes qu'on accompagne. Alors une de vos spécificités, on le disait, c'est, d'aller vers les Mmh. personnes en situation de prostitution et les gens de la rue, Mmh. heu, à main je ne sais pas comment vous dites, à main nue, À main c'est-à-dire nue, que ouais, voilà, c'est à notre main terme, nue, ouais, c'est c'est le notre terme. terme. Donc vous n'apportez rien. Du coup, le fait de ne rien apporter, d'aller juste dans l'échange, Comment ça quelle en se est la passe? richesse Ouais, de quelle en est la richesse? Voilà, alors la 1re chose, effectivement, le vocabulaire du social, on parle de maraude distributive ou de maraude non distributive et les 2 ont leur place. Le choix, là, c'est vraiment d'aller à la rencontre, donc à main nue, donc on vient sans rien. Ce qui est un peu perturbant au début, quoi et on voit bien, nos nouveaux bénévoles, qui arrivent et là, ça serait quand même plus simple si je pouvais donner un peu de café, et puis, en fait, ils ont quand même besoin de café donc on veut pas être celui qui donne et puis de l'autre côté, à celui qui donne à celui qui reçoit, quoi. L'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une relation, au même niveau, quoi. Donc en fait, on vient, on partage notre temps, on partage, notre cœur. On est presque dans une logique d'inversion des rôles, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive, donc on est en binôme ou en trinôme et finalement, on demande aux personnes, si on peut s'arrêter un petit moment, parler, voilà. Puis dans certains cas, les gens nous disent: «Non, voilà, c'est pas le moment» et cetera. Donc très bien, bonjour et à la semaine prochaine. Et puis dans certains cas, on peut échanger. Ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, dans tout est basé sur la fidélité. Donc c'est le même binôme ou le même trinôme qui tourne. Alors si je prends mon exemple, tous les jeudis soirs au Bois de Boulogne sur un parcours qui est bien identifié et donc en fait, quand je dis que je vais au Bois de Boulogne, je vais pas au Bois de Boulogne. Je sais que je vais rencontrer, Madeleine, Pamela, Jeannette, Fa, Angie. Voilà et donc en fait, on vient faire le tour et rencontrer des gens qu'on connaît toutes les semaines, quoi et donc petit à petit, la relation peut se créer, quoi. de quoi ont besoin ces personnes que vous allez voir, notamment les personnes en situation de prostitution? C'est une bonne question, elles ont besoin de plein de choses, bien sûr. Les, mmh, les personnes en situation de prostitution, c'est une réalité qui est assez méconnue. Je pense que tous les gens qui habitent en ville, on voit des personnes à la rue, c'est une réalité, alors même si on les regarde pas forcément, mais c'est une réalité qu'on côtoie. Des personnes en situation de prostitution, on les côtoie moins, donc c'est une vie qui est vraiment très dure, c'est une réalité qui est sordide. Au-delà de leur activité, c'est vraiment des personnes qui sont, déconsidérées, donc elles nous racontent qu'elles se font régulièrement insulter, des voitures qui passent, qui ouvrent les fenêtres, qui les insultent, et cetera. Donc elles ont d'abord besoin de rencontres et de rencontres de personne à personne et c'est là où, c'est le fait d'arriver les mains nues, ça a tout son sens parce qu'on est effectivement, par la force des choses, dans une rencontre de personne à personne, quoi. Quand vous me disiez, est-ce qu'elles ont le souhait, de sortir de cette situation de prostitution et comment vous les Mmh. accompagnez? Aujourd'hui, pour avoir donné un ordre de grandeur, on estime qu'il y a en France entre 40 et 50 000 personnes victimes de prostitution. Avec une réalité qui est très majoritairement une réalité de proxénétisme ou de réseau de traite des êtres humains. Forte majorité de personnes étrangères qui ont eu des parcours migratoires, compliqués, et souvent, épouvantables et très, très éprouvants. Donc en fait, sortir de la prostitution, c'est comme sortir de la rue, c'est un chemin. Pour le coup, il peut y avoir, des petits déclics, mais c'est un processus, c'est un chemin et donc c'est d'abord des rencontres, c'est d'abord être regardé comme une personne, considéré comme une personne, reprendre confiance dans le fait que, bah, oui, d'autres peuvent reconnaître ma dignité en tant que personne et puis petit à petit, l'accompagnement peut, amener à se dire: «Bah, en fait, oui, autre chose est possible et oui, je peux envisager un chemin avec l'aide d'une asso, rarement toute seule, donc d'une asso de partenaires, imaginer un chemin qui aille vers autre chose». Mais il y a souvent une dynamique d'enfermement avec tout un tas de contraintes évidemment, des contraintes économiques, des contraintes de méconnaissance de la langue, d'absence de papier, d'absence d'alternatives. En fait, une personne qui vient d'Afrique, subsaharienne, c'est le cas pour pas mal,
ou d'Amérique latine, en fait, en France, ils ne connaissent que le réseau qui les a emmenés en France et puis les personnes qui sont dans la même situation qu'elles, quoi. Donc pas simple de se projeter, d'imaginer qu'une autre situation est possible, quoi, qu'une autre vie est possible. Donc ça prend du temps Donc ça prend du temps, et c'est pas ça le prend beaucoup de but temps. premier de vos rencontres? Alors c'est très paradoxal, hein, c'est Oui, très paradoxal parce qu'évidemment, quand on va voir, quelqu'un qui est en situation de prostitution, quand on va voir quelqu'un qui est dans la rue, spontanément, on peut se dire: «Bah, il serait mieux ailleurs, dans une autre vie». Donc il y a une conversion du regard pour se dire: «En fait, non, je vais la rencontrer parce qu'elle est là, parce qu'elle a de la valeur indépendamment de ce qu'elle vit» et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire et ce qu'on essaye de faire. Donc important dans le respect de la liberté des personnes de ne pas projeter nos attentes et paradoxalement, on est convaincu et moi je suis convaincu que c'est le fait d'y aller gratuitement qui permet aux personnes de se sentir considérées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient et ça contribue au fait de reprendre confiance en soi, de reprendre conscience de, voilà, de sa dignité de personne humaine et donc paradoxalement, cette gratuité, elle contribue au fait de pouvoir ouvrir des chemins et donc voilà, compte tenu du nom de notre association, on parle de chemins de libération, mais voilà, de chemins, qui peuvent permettre effectivement des changements de vie, de quelque nature qu'ils soient, quoi. et celui qui va, vers vous-même, puisque Mmh. vous êtes là, les bénévoles de l'association, en quoi ça transforme? En quoi ça vous transforme? En quoi ça nous transforme? C'est assez large comme palette. J'aime bien dire moi que, c'est comme un oignon dont on enlève, les couches, voilà, donc petit à petit le cœur se dépouille. Au départ, on peut être un peu je veux dire: «Comment je m'y prends, quoi? Comment je m'y prends? Comment ça se passe? À quoi vont ressembler ces rencontres?» donc quelque part, on fait tomber des peurs. On se rend compte qu'en fait, bah, voilà, On peut parler c'est des de personnes. personne à personne, On oui. parle de personne à personne. On peut parler de tout et de rien, et souvent les conversations peuvent être un peu banales. Vous parlez de quoi justement? Ça peut être, du temps qu'il fait, ça peut être de la vie quotidienne, ça peut être de ce qui se passe autour, de la saison. Tiens, bah, voilà, c'est les fleurs, c'est voilà, tiens, bah, là, on arrive, c'est l'hiver, bah, il fait nuit, voilà. Je me souviens d'avoir parlé du Vendée Globe, ça peut être, ça peut être aussi sur des discussions plus profondes, mais en fait, qu'est-ce qui te fait tenir? On a une discussion avec, Ariel, il y a quelques semaines, Ariel est toujours souriante, quoi. Et voilà, mais qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te permet d'être souriante dans ces situations que tu vis? Voilà, donc ça peut être des très simple ou très profond, suivant les semaines et puis d'une semaine à l'autre, bah, voilà, la semaine d'après, on peut revenir vers des discussions très très basiques, quoi. Je pense qu'on fait tomber beaucoup de jugements. On est dans une société où on peut avoir tendance à juger vite et puis une société qui a tendance aussi à responsabiliser beaucoup les personnes. Une personne qui est à la rue, bah, quelque part, c'est de sa faute, faut qu'il se bouge, comme disent certains, il y a qu'à traverser le trottoir pour aller chercher du travail. Une personne qui est en situation de prostitution, bah, c'est son choix. Si elle fait ça, c'est son choix. Donc on fait tomber, il me semble, beaucoup de jugements, hâtifs. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est, comment je réagirais si j'avais, vécu les vies cabossées, les accidents de parcours, les drames familiaux, voilà. Est-ce que j'aurais la même force? Donc beaucoup de respect, je pense, pour ces personnes, qui sont là, j'allais dire qui sont là debout, certaines sont assises mais ou couchées, mais qui sont là. Malgré une histoire qui est souvent très cabossée, donc ça nous apprend beaucoup d'humanité, quoi, dans nos relations, quoi. Une des personnes qu'on rencontre, Pamela, qui parle très peu français, Pamela, argentine et il y a quelques semaines, un peu avant Noël, qui monte s'installer dans notre camionnette où elle se pose pour discuter un petit moment et qui me regarde et qui me dit: «Mais Thierry, tu as l'air fatigué cette semaine». Et en fait, voilà, j'ai été C'est émerveillé sympa, par c'est cette ouais. attention mutuelle. Il y a pas celui qui prend soin de l'autre. En fait, on voilà, on s'intéresse, et on prend soin les uns des autres, quoi. Et vous étiez fatigué? Et j'étais fatigué, ouais, 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 elle était observatrice, Pamela, ouais. Je vais revenir sur un point qu'on évoquait tout à l'heure et parce qu'on va fêter bientôt un anniversaire, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont les 10 ans de la loi de 2016. Mmh, On en parlait hors micro, qui est une loi importante dans le milieu de la prostitution. mmh. Et qu'est-ce qu'elle représente cette loi? Donc peut-être vous pouvez rappeler en
2 Ouais, secondes, ce que ouais, c'était? ouais, il y a eu, beaucoup d'évolutions successives dans la loi française au regard de la prostitution. En 2016, il y a eu une étape, très marquante. La France a pris une position qu'on appelle abolitionniste, donc à l'image de quelques autres pays dans le monde, dont notamment la Suède qui est assez en avance, qui consiste à reconnaître les personnes en situation de prostitution comme des victimes et de pénaliser les clients et puis les proxénètes ou les réseaux qui les exploitent, quoi. Donc voilà, ça veut dire que suppression du délit de racolage et cetera et puis mise en place d'un certain nombre de dispositifs, dont des parcours de sortie de prostitution encadrés par la loi qui accompagnent les personnes qui souhaitent, sortir de la prostitution, quoi. Donc effectivement, une étape très importante dans la position de la France et la façon dont la loi, française regarde cette situation. Qu'est-ce que Heu, ça a changé, vous qui voyez, toutes les semaines, ces personnes en situation de prostitution? Qu'est-ce que ça a changé pour elles? Ça a changé la façon dont la loi regarde ces personnes. Au quotidien, il reste encore énormément de choses à faire et donc en particulier pour ces personnes qui sont souvent étrangères, qui parlent pas bien le français et cetera. Elles ont pas toute conscience de ce que la loi a changé, pas toute conscience qu'elles peuvent aller, dans un commissariat de police et que si elles vont dans un commissariat de police, en théorie, elles sont accueillies comme des victimes, elles peuvent porter plainte, voilà. Il y a encore un très gros chemin à faire pour que tout ça se mette en place et qu'on soit vraiment dans l'accompagnement. Il y a encore pas mal de choses à faire pour, mettre des moyens pour les aider à sortir de cette situation et puis il y a un énorme travail sur le regard que la société porte sur cette réalité de la prostitution. En fait, voilà, s'il y a des personnes qui se prostituent, c'est aussi parce qu'il y a des clients et donc des personnes, enfin des gens qui vont les voir. Donc quel regard la société porte là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention, en termes de sensibilisation et cetera pour accompagner ce changement de regard? Et là, il y a encore un champ d'intervention très, très large, quoi. Donc notre souhait avec d'autres associations, c'est que les 10 ans de cette loi puissent être l'occasion d'un vrai bilan et puis de regarder, bah, comment on veut que la société française continue à évoluer sur ces sujets, quoi. Finalement, comment est-ce que, chacun peut agir à son niveau? Alors pas tant dans le peut-être pas tant dans le domaine de aller, voir les personnes en situation de prostitution parce que c'est peut-être plus difficile que les personnes, dans la rue Mmh, qu'on croise tous les jours. mmh, Je le disais au début, bah, sans les regarder, mmh. effectivement c'est une vraie réalité. Comment est-ce que chacun peut agir chaque jour? Parce qu'on ne peut pas, résoudre le problème, de On n'est pas des sauveurs. des sans domicile fixe Non, en un claquement de doigts, on n'est pas des clairement, mais sauveurs. chacun à son niveau. Aujourd'hui, les chiffres, c'est de l'ordre de 350 000 personnes, sans domicile fixe, donc après qui peuvent être hébergées et cetera, mais voilà, qui n'ont pas de logement. Donc évidemment, ça va pas se faire comme ça. Petite expérience que j'ai faite une fois et que j'invite ceux qui nous écoutent à reproduire, j'avais un petit peu de temps et dans une rue passante, je me suis simplement appuyé contre le mur et j'ai regardé les gens passer. Et c'est impressionnant de voir les gens qui passent et qui ne vous regardent pas, quoi. Alors qu'on sait très bien qu'en fait, ils nous voient, on est dans le champ visuel, mais ils passent et ils ne regardent pas, quoi. Et voilà, ça m'a fait prendre conscience de cette réalité. Je discutais un jour avec, Nico, qui est un Français que je connais bien, qui m'a dit: «Ah bah, super, j'ai trouvé un bon spot de manche là, je suis content». Il y a même des gens qui me donnent des billets, puis même des gens qui s'arrêtent. Je lui dis: «Mais Nico, c'est quoi le plus important pour toi? C'est le billet ou la personne qui s'arrête?» Il a pas hésité une seconde. Pas hésité une seconde, c'est la personne qui s'arrête, quoi. Ce que ça me fait dire, c'est voilà, on va pas pouvoir, venir en aide à 350 000 personnes d'un coup. Par contre, en fait, sur notre chemin quotidien, on n'en croise pas tant que ça des gens qui sont dehors. Donc oui, ceux-là, les regarder, petit à petit, leur sourire, pourquoi pas un jour leur dire bonjour, leur demander comment ils s'appellent et puis dire: «Voilà, moi je m'appelle, Thierry, comment vous vous appelez?» Ça, c'est quelque chose qui est à notre portée, qui a vraiment du sens pour eux et puis qui a vraiment du sens pour nous, quoi. Et pourquoi est-ce que, notre société finalement elle détourne, ses yeux? Pourquoi naturellement on ne fait pas ce que vous recommandez? Parce que parfois on est pressé effectivement, mais on D'abord, il peut y avoir des peurs, des barrières, on ne sait pas comment s'y prendre, on peut avoir un peu de culpabilité. Voilà, puis se dire: «Bah, il va me demander de l'argent, c'est pour aller boire, puis de toute façon je peux pas donner à tout le monde», voilà.
Moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé, ce que je racontais tout à l'heure de Nico. Bah, en fait, voilà, on peut pas donner à tout le monde. Par contre, faire un sourire, aux 5 aux 10 personnes qu'on voit tous les matins, ça, normalement, c'est à notre portée, quoi. Et puis, c'est une réalité qui nous renvoie à nos propres fragilités, voilà, donc ça vient questionner pas mal de choses, quoi. Merci beaucoup Thierry. On va passer à une partie un petit peu différente de notre entretien, avec des questions un peu plus rapides et des réponses un peu plus rapides. Si vous deviez qualifier d'un mot votre engagement, Transformant. à quel moment vous êtes senti le plus utile? L'un des points qu'on apprend à vivre, c'est le sentiment d'impuissance, quoi. On fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des sauveurs. Où trouvez-vous votre énergie et votre joie d'aller vers l'autre? Moi, c'est vraiment la joie de la relation simple ouais, de personne à personne. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous ressource? Pour rester dans la teneur de notre échange, ouais, c'est la relation qui me ressource, ouais. Et est-ce qu'il y a une parole que vous dites systématiquement aux gens que vous rencontrez? Comment est-ce que vous commencez? C'est quelque chose que vous «Bonjour, voilà. bonjour Aude». Heu, ouais, bonjour, non et puis les personnes qu'on rencontre pour la première fois, se présenter bien sûr, quoi. «Bonjour, je m'appelle Thierry, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment?» quoi. Et le vrai «comment allez-vous?» qui attend une vraie réponse. Plutôt «Comment ça va aujourd'hui?» quoi. «Comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous?» Mmh, Trop vague. Comment ça c'est va très aujourd'hui? ouais, voilà, «Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui?» ouais. Merci beaucoup Thierry Desjusers. Je rappelle que vous êtes, directeur de Au Captif La Libération. Merci Aude.